Voici les principales actualités de ce jeudi 9 juillet. On commence avec le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Washington a annoncé avoir visé plus d'une centaine de cibles hier soir contre l'Iran en visant pour la première fois des infrastructures ferroviaires. L'Iran, qui annonce 17 victimes, a répliqué massivement en visant les bases américaines au Moyen-Orient. Ce soir, les États-Unis visent de nouveau l'Iran. En deuxième actu, avec Donald Trump, qui s'en prend de nouveau à ses alliés de l'OTAN. Le président américain a réaffirmé vouloir contrôler le Groenland pour sauvegarder la sécurité des États-Unis, alors que le Danemark a rejeté tout accord pour vendre le territoire aux États-Unis. Cependant, Trump ne parle plus d'une opération par la force pour prendre le Groenland. Enfin, on termine en Iran avec la prière funéraire pour Ali Khamenei à Mashhad, sa ville natale, et dernière étape après des larges cérémonies qui ont été suivies par des dizaines de millions de personnes en Iran et en Irak. Le cercueil est actuellement enterré dans le mausolée d'Ali Reza, alors que son fils, Mojtaba Khamenei, n'a pu assister aux obsèques afin de protéger sa sécurité face aux États-Unis et à Israël. Donald Trump qui pense à utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Dans la soirée, les États-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran. L'objectif est de réduire les capacités iraniennes à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis accusent l'Iran d'être responsable des récentes attaques contre des navires commerciaux et leur équipage. Selon Axios, les forces américaines auraient frappé au moins 150 cibles au cours de cette nouvelle offensive, mais également plusieurs projectiles qui auraient frappé l'île de Abu Moussa, où 2 quais et une tour de contrôle du trafic maritime auraient été visés, et des frappes américaines qui ont également visé une centrale nucléaire en Iran. Donald Trump qui affirme que ces frappes constituent une réponse directe aux attaques iraniennes contre la navigation internationale. Et il menace que si l'Iran attaque de nouveau la navigation, ils feront face à des frappes encore plus sévères. Un haut responsable américain a indiqué que les opérations actuelles sont présentées comme défensives, mais il avertit que les États-Unis pourraient rapidement passer à des actions offensives si les attaques iraniennes se poursuivent. D'ailleurs, je prépare quelque chose d'unique pour comprendre la géopolitique en profondeur, et si ça t'intéresse, écris dossier en commentaire. Les États-Unis frappent la Chine et détruisent un pont chinois, mes amis, un pont qui est fabriqué en Iran pour relier Téhéran jusqu'à Pékin. Là, franchement, si vous n'avez toujours pas compris que ce conflit, nous sommes le 9 juillet, n'est pas destiné à frapper l'Iran, mais bien à affaiblir la Chine, c'est que vous n'avez toujours rien compris. Pourquoi, mes amis? Eh bien, parce que le pont qui a été touché, c'est le pont Akteke-Kan. Il se situe ici, il va donc de l'Iran jusqu'au Turkménistan, pour ensuite, si vous regardez bien, constituer l'une des infrastructures des nouvelles routes de la soie, ces nouvelles routes commerciales développées par Pékin pour justement développer son commerce. Il ne faut pas oublier que 80 à 90% du pétrole iranien exporté, il est vers la Chine. Et donc évidemment que l'Iran a besoin d'infrastructures terrestres désormais à cause notamment du problème à Hormuz. Et ça fait partie du pacte de coopération stratégique entre l'Iran et la Chine développé depuis 2016, signé en 2020, dont on ne connaît pas tous les éléments. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un échange de matières énergétiques d'un côté contre la construction d'infrastructures de l'autre. Mes amis, ces deux pays sont alliés. Et lorsque les États-Unis veulent frapper la Chine, ils sont obligés de frapper l'Iran, comme ils ont frappé hier le Venezuela. Bon courage à ceux qui vont survivre. 9 juillet 2026, l'Ukraine et l'OTAN sont en train de mettre en œuvre leur plan stratégique de vengeance contre la Fédération de Russie et de leur intention maléfique de vouloir terrasser, écraser proprement la Russie. La Russie s'est donné un petit repos. On le constate. Depuis 24 heures, la Russie est un peu silencieuse. Mais c'est une véritable provocation puisque 35 navires de la flotte fantôme russe ont été frappés. Je dis bien 35 navires. À ce stade, 35 navires ont été frappés. Cela nous pousse à réfléchir beaucoup. Comment l'Ukraine fait pour avoir toutes ces capacités de frappe avec des précisions chirurgicales? Comment l'Ukraine fait pour viser les 35 navires de la flotte appelée flotte fantôme russe? Beaucoup de questions se posent. Mais selon les autorités ukrainiennes, 14 navires supplémentaires de la flotte maritime de la flotte russe ont été frappés dans la nuit dans la mer d'Azov, portant à 35 le nombre. Je crois à la veille c'était 22 ou 23, un truc de ce genre, mais ils avaient déjà frappé beaucoup d'autres. Et les autorités ukrainiennes disent que
c'était un ensemble pétrolier, de cargos, de navires de soutien qui ont été visés au cours de ces 96 dernières heures. Donc pendant 96 heures, la campagne de pourchasse des navires de la flotte russe, que eux ils appellent la flotte fantôme russe, cette chasse a été engagée pendant 96 heures. Et le bilan, c'est 35 navires au total qui ont été touchés. Il faut dire que l'Ukraine et l'OTAN ont commencé à bien organiser leur stratégie et leur plan. Quand ils commencent à viser les infrastructures énergétiques, ils continuent à viser les infrastructures énergétiques jusqu'à atteindre un certain résultat. Après, lorsque la Russie se concentre sur la protection, sur la sécurité des infrastructures énergétiques, il s'attaque à un autre objectif. Au moment où la Russie ne s'attend pas à ce que les navires de sa flotte fantôme soient visés, c'est en ce moment qu'il commence à viser. La stratégie est très forte. Il faut être quelqu'un qui ne va pas bien clair pour ne pas comprendre que c'est une stratégie bien développée par les cerveaux de l'OTAN. Parce que là, c'est un high level. Pendant qu'on envoie la Russie par là, lorsque la Russie reste concentrée par là, eux, ils partent de l'autre côté, ils font des dégâts. Alors, ce bilan n'a pas encore été confirmé de manière indépendante, il faut le dire. Cette série d'attaques, elle est reconnue, puisque nous avons vu des navires en feu. Oui, les images circulent. Et comme j'aime souvent vous le dire, ce sont des images que je ne peux pas mettre ici sur la plateforme, puisque ces derniers temps, nos plateformes sont vraiment très sensibles. Des images de violence et autres, on ne peut pas les mettre. Voilà. Donc, ils ont vraiment touché la Russie. Oui, ces navires ont été touchés. Il reste à savoir, est-ce que le nombre 35 c'est vrai? Pendant 96 heures, c'est ce qui reste à confirmer, mais des navires russes ont été touchés. Alors, il faut donc dire que cette série d'attaques marque l'intensification de la stratégie ukrainienne, ukré-otanienne, contre les capacités logistiques et énergétiques de la Russie. Pendant que Moscou s'appuie sur de plus en plus ces navires pour contourner les sanctions occidentales. Vous savez, ces navires qu'on appelle les navires de la flotte fantôme russe, ce sont des navires qui sont utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales. Et donc ce sont ces sanctions-là qui apportent une manne financière propre à la Russie. Et ce sont ces navires qui sont donc pourchassés désormais par l'Ukraine-OTAN. À un moment donné, on va cesser de dire l'Ukraine, on va dire l'OTAN. Parce que là, à travers tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, on a la preuve tangible que c'est l'OTAN qui est en train de se battre contre la Russie. Il faut le dire clairement. Alors, la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de ces... quel est l'impact de ces attaques sur la Russie? Quels peuvent être ces impacts? Avant d'aller sur les conséquences. Avant de poursuivre la conférence, je rappelle encore à tous ceux qui prennent mes conférences ici sans mon consentement pour les télécharger et les republier sur TikTok et autres. Vous avez déjà reçu un avertissement ici. Vos comptes seront supprimés. Voilà. Si vous devez diffuser mes conférences, vous devez avoir l'autorisation de celui qui a les droits d'auteur là-dessus. C'est terminé. Il faut dire donc la réponse à la question quel impact ces attaques peuvent avoir sur la Russie. Ces attaques ne peuvent pas rester sans impact. La logistique maritime russe, c'est elle qui est directement visée. Ce qui permet à la Russie d'avoir de l'argent. Au-delà des navires eux-mêmes, l'Ukraine et l'OTAN cherchent à perturber les routes d'approvisionnement de soutien à l'effort de guerre russe et les exportations d'hydrocarbures. C'est ça la vérité. Ils veulent perturber tout ce qui approvisionne la Russie. La flotte fantôme russe est devenue une cible prioritaire. Pourquoi? Parce que ces pétroliers et ces cargos russes sont accusés par l'Ukraine et plusieurs pays occidentaux de contribuer au contournement des sanctions.
Donc, c'est grâce à l'existence de la flotte fantôme russe que les sanctions occidentales ne sont pas efficaces. Figurez-vous que jusqu'à ce jour, l'Union européenne s'apprête à prendre le 21e paquet de sanctions contre la Russie. Ben, depuis déjà le 19e paquet de sanctions, nous avons Viktor Orban de la Hongrie qui s'était moqué proprement des Occidentaux. Il leur a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas continuer à prendre des sanctions. Si les premières sanctions avaient marché, vous ne seriez pas à la 19e sanction, au 19e paquet de sanctions. Maintenant, on ne parle plus de 19e paquet de sanctions, on parle de 21e paquet de sanctions. Ils prennent les sanctions n'importe comment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que la flotte fantôme russe est là. Et vous avez remarqué, c'est cette même flotte fantôme russe contre laquelle la France s'était levée. Et la France avait mis en place un programme de saisine de ces navires. Mais les Européens ont fini par comprendre. Lorsqu'ils arraisonnent ces navires lâchent des petits drones, des mini-drones presque invisibles, qui partent collecter les informations pour les retransmettre à la Fédération de Russie. Des informations sur les installations militaires sensibles de l'Europe. Voici ce qui est en train de fatiguer beaucoup les Européens dans le cadre de leurs sanctions. Donc, il faut aussi dire que l'autre impact, c'est que la mer d'Azov est devenue le nouveau front majeur, puisque après la mer Noire, l'Ukraine et l'OTAN démontrent leur capacité de menacer les lignes maritimes russes jusque dans les zones que Moscou considérait jusque-là comme relativement sécurisées. Donc, la situation est en train de devenir compliquée. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une heure de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. Après les multiples frappes exercées par le corps des gardiens de la révolution iranienne, c'est au tour du Parlement iranien, notamment son président, de prendre la parole et de lancer un avertissement très sérieux à l'endroit du président américain Donald Trump. Il dit que Donald Trump n'a pas encore compris la leçon. Il n'a pas encore compris. Oui, et il faudrait que Donald Trump comprenne que l'on n'intimide pas l'Iran et que les capacités sur lesquelles l'Amérique compte là, ces capacités vont trouver leur tombeau en Iran. Le monsieur est très clair là-dessus. Quelle que soit la puissance que l'Amérique a, quel que soit l'équipement que l'Amérique a, leur tombeau cesserait en Iran. Il ne s'est pas limité là, il a dit d'autres choses. Mais voyez-vous déjà, l'Iran, quand l'Iran le dit, ça va paraître être grossier. Mais écoutez, vous avez vu, tout à l'heure nous avons vu, selon le média NBC News, un responsable américain a annoncé que l'Amérique est en train de perdre ses capacités militaires aériennes parce que plus de 30 drones MQ-9 Reaper ont été détruits depuis le début de la guerre. On ne sait même pas où ils sont. Chaque jour que Dieu fait, c'est destruction sur destruction. Seulement dans la journée d'hier, 2 drones Reaper MQ-9 ont été détruits. Alors, revenons sur la déclaration du président du Parlement iranien. Le président du Parlement iranien, Mohammad Baghar Ghalibaf, il vient de durcir encore le ton face aux États-Unis d'Amérique. Il affirme que Washington n'a toujours pas compris que l'intimidation, la violation des promesses ne sont plus sans conséquence. Ça veut dire quoi concrètement? Washington, dès que Washington tente simplement d'intimider l'Iran, automatiquement, il y aura une réponse. Ça, c'est rapide. C'est automatique. Deuxièmement, la violation des promesses ne sera pas sans conséquence. Washington a violé sa promesse. Il y avait un accord de cessez-le-feu qui était là. L'Iran ne s'est jamais attaqué aux intérêts américains. L'Iran n'a fait que contrôler le détroit d'Ormuz. Les navires qui ont été frappés ont été prévenus. Mais ces navires ont voulu simplement se foutre de l'autorité iranienne.
Mais c'est ça la vérité. Il faut utiliser les mots justes. Ces navires ont voulu simplement se foutre des autorités iraniennes. Puisque l'Iran a passé près de 24 heures en train d'envoyer des messages radio en anglais, en arabe, en persan. Ne bougez pas. Si vous devez bouger, si vous devez traverser le détroit d'Ormuz, vous devez respecter les itinéraires et les conditions fixées par les autorités. Ils ont répété ça pendant plus de 24 heures. Ces Gamodiens ont reçu des appels de la part de Washington en disant non, passez, nous assurons votre sécurité. Ils ont bougé, l'Iran a tapé. Qui a violé le cessez-le-feu? Qui a violé sa promesse? C'est Washington. Parce qu'au détroit d'Ormuz, ils avaient même dit dans l'accord que même le déminage du détroit d'Ormuz relevait exclusivement de l'autorité de l'Iran. Pourquoi venir frapper maintenant l'Iran? Donc, le président du Parlement iranien est très clair. Son message est direct. Si vous frappez, vous serez frappé en retour. Et de la plus mauvaise des manières. Nous avons vu les frappes auxquelles l'Iran s'est livré. Mais ça fait pleurer. Oui, puisque 85 cibles dans le Golfe Persique, notamment au Qatar, à Oman, Bahreïn, Koweït. Mais non, écoutez, c'est trop. C'est pourquoi l'Amérique aussi fâchée a décidé de cibler 90 installations, infrastructures énergétiques. Mais ça aussi, ce n'est pas resté sans réponse. C'est ce que l'Iran a répondu avec des frappes majeures jusqu'à viser un nouveau territoire qui jusque-là n'était pas encore frappé. Je vais parler de la Jordanie. Alors, le point central de la déclaration du président du Parlement iranien repose sur le détroit d'Ormuz. Monsieur Ghalibaf affirme que cette route stratégique ne s'ouvrira que selon les dispositions iraniennes et non sous la pression et les menaces américaines. C'est le Parlement qui parle. La réouverture du détroit d'Ormuz va se faire sur les conditions iraniennes, sur la base des dispositions iraniennes. Pas sur la base de menaces ou je ne sais quoi, de pression. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est une position qui confirme que Téhéran veut transformer Hormuz en véritable levier politique, militaire et économique. C'est ça. C'est la vraie bombe dont Dimitri Medvedev parlait, que l'Iran est en train désormais de se faire sortir. Hormuz. Alors, quel est le message que Ghalibaf envoie aux États-Unis? Au-delà de ce qu'on a déjà entendu. L'Iran veut imposer le principe de réciprocité militaire. Et ça, c'est une doctrine très connue à l'international. Lorsque le président du Parlement iranien il ne parle plus seulement de protestation diplomatique, il fixe une règle. Dans sa déclaration, il fixe une règle très claire. Chaque frappe américaine va entraîner une réponse. Ça, c'est le principe de la réciprocité militaire en temps de guerre. De l'autre côté, l'Iran veut briser la logique de la pression américaine. Oui. Quand l'Iran dit l'intimidation ne va pas marcher, les promesses non tenues et autres auront des conséquences, l'Iran cherche à présenter Washington comme le responsable de l'escalade. Donc, quel que soit le degré que l'Iran va emprunter pour faire ressentir proprement l'escalade, l'Iran ne sera pas tenu pour responsable. Celui qui sera tenu pour responsable de l'escalade, c'est bien sûr Washington. Alors, il faut dire qu'en fin de compte, le Parlement iranien est aussi très clair là-dessus. Le Parlement iranien rejoint le corps des gardiens de la révolution iranienne. Tout soutien à Washington va être frappé. Ça, c'est très clair. Et donc, dans les ripostes iraniennes, l'Iran ne va pas simplement se limiter aux pays que l'Iran a l'habitude de frapper. Non, pas du tout. L'Iran pourra choisir d'autres pays qui soutiennent Washington tant que les missiles iraniens peuvent y aller. Voici le problème. Donc, et nous sommes en face d'une situation qui est en train de se compliquer. Les États-Unis ne peuvent pas céder publiquement, puisque accepter les conditions iraniennes reviendrait à reconnaître que Téhéran contrôle l'une des routes stratégiques
les plus importantes du monde, qui se trouve être Hormuz. Donc, Washington est dans le dilemme. Et si Washington veut refuser de se soumettre aux conditions iraniennes, il faudra que la guerre se prolonge. Mais une guerre longue va être très coûteuse. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Washington est dans le dilemme. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci bien à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles informations. Le président Donald Trump menace de prendre le contrôle total de l'île de Kharg. L'île de Kharg, c'est le poumon des exportations de pétrole de l'Iran. C'est un lieu extrêmement stratégique, un lieu qui permet à l'Iran de faire asseoir sa notoriété économique et militaire. Le contrôle du détroit d'Ormuz, tout passe par l'île de Kharg. C'est sur cette île que Donald Trump veut envahir et prendre le contrôle. La menace intervient juste après la reprise de la guerre du côté de l'Iran. Alors, la menace a fait monter d'un cran les tensions dans le Golfe. Donald Trump affirme que les États-Unis pourraient s'emparer de l'île de Kharg. Et il fait cette déclaration en marge du sommet de l'OTAN en Turquie. Le président américain a déclaré clairement que l'accord de cessez-le-feu c'était désormais terminé et il a promis de nouvelles frappes après les attaques qui ont visé les intérêts américains dans la région. Il faut rappeler que les intérêts américains qui ont été visés dans la région, l'Iran n'a pas toléré. L'Iran a frappé proprement. L'Iran a frappé proprement. L'Amérique a beaucoup perdu. Ils ont conseillé l'Amérique n'a pas compris. La riposte iranienne, les Iraniens n'ont pas du tout toléré. C'est ce qui a fait mal à Donald Trump, jusqu'à ce qu'il dise, il annonce même la fin de l'accord cadre qui a été signé, je crois que c'était le 18 juin passé, ou le 7. En tout cas, il a déchiré l'accord. Mais maintenant, c'est à l'île de Kharg, il pense. Il veut récupérer l'île de Kharg. C'est là où la vraie bataille va commencer. Il a tenté une première fois, pendant cette deuxième guerre-là. Donald Trump a tenté, ses militaires ont tenté d'aller sur l'île de Kharg. Ils ont commencé par vouloir bombarder. Mais ce qu'ils ont vu avec leurs deux yeux, ça ne leur a pas donné le courage. Non. Premier missile lancé, intercepté, riposte en termes de frappe sur les troupes américaines qui étaient sur les gros porte-avions. Les Américains ont fait bouche bée, ils n'ont même pas en parlé. Et puis après, c'est l'une des porte-paroles d'une des commissions du Parlement iranien qui s'occupe des questions sécuritaires, qui est sortie pour parler de l'île de Kharg. Et cette dernière avait mis en garde, ou du moins ça avait mis au défi Washington. Si vous croyez en vous, venez à l'île de Kharg. Vous savez cette île, l'île de Kharg, les Iraniens savent que c'est là-bas le poumon économique. C'est à l'île de Kharg, l'Iran concentre l'essentiel des exportations de son pétrole. Et ils savaient quand même que tôt ou tard, Washington allait chercher à bombarder l'île de Kharg. C'est une île. Ils ont donc créé de gros trous sous la terre. Les usines sont souterraines. Les raffineries sont souterraines. Les Iraniens se sont préparés il y a longtemps. Tu vas bombarder là-haut. Il y a des installations en haut. Mais ce sont des installations qui ne sont pas trop essentielles. Tu peux ravager tout ce qui est en haut. Ça ne touche pas ce qui est dans le sous-sol. Bien bétonné, propre. Vous avez plusieurs routes qui entrent, plusieurs tunnels qui entrent. C'est-à-dire, tu peux quitter l'Iran, tu passes sous la mer, tu entres directement sur l'île de Kharg, de façon souterraine. Donc cette porte-parole avait été très claire. Ils sont prêts. En plus, sur l'île de Kharg, ils ont installé des systèmes de lance, comment on va dire, lance-missiles, des
des lanceurs de missiles, je voulais dire. Ils en ont beaucoup sur l'île de Karg. Et c'est le poumon de leur économie. Si l'Iran a choisi d'aller installer le poumon de son économie sur une île, ça veut dire que l'Iran a pris toutes ses précautions. Toi qui vas les rejoindre sur l'île là-bas, avant que tu n'arrives, la mer a déjà envoyé ton corps. Ça, c'est rapide. C'est très rapide. Vous savez, quand quelqu'un est sur la terre sèche, la terre ferme, et il combat avec quelqu'un qui est sur la mer, imaginez seulement le reste. Donc les Iraniens ont bien réfléchi avant de transformer cette île en poumon économique. Donc, l'île de Karg est stratégique. Pourquoi Washington mise sur l'île de Karg? Parce que l'île de Karg est située dans le golfe Persique. Et il est le principal terminal pétrolier de l'Iran. Près de 90% du pétrole brut exporté par l'Iran transite par cette petite île avant d'être acheminé vers les marchés internationaux, notamment en Asie. Le pétrole brut de l'Iran, les 90%, ça passe d'abord par là, avant d'aller. Donc c'est là-bas qu'on traite et puis ensuite ça part. Donc, pour Washington, si Washington parvient à contrôler ce point névralgique, ça va permettre de faire la pression sur l'économie iranienne. Voilà. Mais pour Téhéran, Karg représente une infrastructure vitale et hautement protégée. Je dis bien hautement protégée. Les Iraniens ne se sont pas... La sécurité, les Iraniens ne blaguent pas avec ça, ils ne plaisantent pas avec. On a vu, vous avez vu la protection des sites nucléaires, Fordow, Natanz, Isfahan. Ah mais, l'île de Karg, sa protection est plus renforcée que ces sites nucléaires. Et c'est là où l'Amérique veut aller tester sa puissance. C'est ce qu'on appelle, chez les Nouchi, tester, rester. Ils vont tester et après ils vont voir. J'ai dit, c'est leur corps qui sera là. Même si la bataille va être dure, hein. Donc si Donald Trump insiste sur la prise du contrôle de l'île de Karg, ça veut dire qu'il veut récupérer toute l'économie iranienne. Et s'il parvient à mettre main sur l'île de Karg, ben c'est qu'il a terrassé l'Iran, c'est qu'il a gagné. Et l'Iran n'acceptera jamais ça. Même s'il faut tuer les Iraniens jusqu'au dernier, les Iraniens seront prêts à partir, mais ils ne laisseront jamais l'île de Karg dans les mains de Donald Trump. Mais pourquoi? L'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran n'est pas la Libye et autres. Donc, alors, les échanges de menaces sont en train de se multiplier entre les deux pays. Pendant que les menaces se multiplient, le nouveau centre de foyer est en train de se dessiner. L'île de Karg. Alors, on va continuer à suivre cette actualité. Et tout ce qui va se passer, on reviendra épiloguer là-dessus. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Et je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles informations. Washington est dépassé. Pendant que Donald Trump est en train de chercher à jouer avec l'esprit des Iraniens, les Iraniens ont déjà pris une longueur d'avance très sérieuse sur Donald Trump. Une nouvelle frappe en cette matinée du 9 juillet 2026 vient d'intervenir. L'Iran vient de frapper encore proprement les alliés de Washington. Et l'Iran ne s'est pas limité aux alliés traditionnels du Golfe Persique. Non. La Jordanie vient d'être ciblée et frappée. La Jordanie. Oui. Vous savez que la Jordanie, au début du conflit, avait refusé catégoriquement que ces bases aériennes soient utilisées par les États-Unis d'Amérique pour frapper l'Iran. Mais par après négociation, ils ont accepté avec des conditions. Le ministre des Affaires étrangères jordanien avait pris son téléphone pour appeler le ministre des Affaires étrangères iranienne pour lui dire
nous n'allons pas contribuer à l'attaque contre vous. Et donc, soyez rassurés, si l'Amérique vous provoque, réglez ça avec les autres pays qui soutiennent l'Amérique. Mais juste quelques jours après, la Jordanie a accepté, puisqu'il y a des bases américaines qui sont en Jordanie. Mais l'Iran avait laissé de côté la Jordanie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé subitement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La Jordanie est ciblée. Or, c'est un territoire qui veut vraiment de la paix. Mais l'Iran a averti, après la frappe contre la Jordanie, les Iraniens ont précisé qu'ils vont continuer à frapper, à cibler et frapper tous les pays qui soutiennent les États-Unis d'Amérique. Quiconque soutient Washington dans le Golfe Persique et même au-delà, tant que les portées de missiles balistiques iraniennes peuvent y arriver, l'Iran va frapper. Donc, voici le message que l'Iran a trouvé pour accompagner ces frappes. Et donc, selon l'information, les gardiens de la révolution ont confirmé que le Qatar et la Jordanie figuraient désormais parmi les pays visés lors de la dernière vague de frappes contre les bases américaines. C'est-à-dire leur réponse, la réponse iranienne qui est tombée dans la nuit tardive, après les 90 cibles américaines, après ça, l'Iran a lancé de nouvelles frappes sur le Qatar et sur la Jordanie. L'élément nouveau dans ça, c'est la Jordanie. Et c'est ce qui inquiète Washington. Selon les autorités iraniennes, 10 missiles supplémentaires ont été tirés vers les bases aériennes de Mouafak Salti en Jordanie. Et les autorités jordaniennes indiquent que les projectiles ont été interceptés et qu'aucun impact n'a été enregistré. Bon, est-ce que c'était juste un avertissement de la part de l'Iran? Les avertir, au lieu de frapper, et puis qu'il y ait trop de dégâts, et puis les relations diplomatiques vont se détériorer. Comme la Jordanie n'était pas trop impliquée, peut-être les Iraniens ont décidé de lancer légèrement les missiles pour ne pas que les missiles fassent des dégâts, pour permettre à la Jordanie d'intercepter et de tirer les leçons. Voici une hypothèse. Ou alors, les missiles sont vraiment arrivés, les missiles ont commis des dégâts, et la Jordanie ne veut pas confirmer les dégâts, puisqu'en confirmant les dégâts, la Jordanie serait obligée de riposter ou de prendre une position. Et cela ne ferait qu'aggraver le conflit. Donc, certainement, il y a eu des dégâts, et la Jordanie a préféré maintenir le silence, ne pas trop polémiquer autour pour éviter l'embrasement total. Voici la deuxième hypothèse. Mais quoi qu'il advienne, dans le même temps, l'armée iranienne a affirmé que tout État apportant un soutien aux forces américaines sera désormais considéré comme une cible légitime. Et donc, cette déclaration élargit potentiellement le champ du conflit. Peut-être c'est ce qui influence la Jordanie, on ne sait pas. Mais cette partie de la déclaration du corps des gardiens de la révolution iranienne fait peur. Parce que tout État qui soutient les États-Unis d'Amérique dans leur frappe contre l'Iran va être considéré comme une cible légitime. Alors là, c'est trop. Le champ est vaste. Il s'agit de quel type de soutien? Soutien logistique ou soutien verbal? Mais de l'un ou dans l'autre des cas, cette déclaration démontre la détermination, la fermeté avec laquelle les autorités iraniennes veulent régler le dossier américano-israélien. Alors, quel est le message stratégique que l'Iran est en train d'envoyer en frappant de nouveaux pays? Le message a été très clair. Mais lorsqu'on regarde de plus près, c'est que l'Iran est en train d'élargir le coût du soutien militaire aux États-Unis. Ça veut dire, le soutien dont il parle, c'est le soutien militaire. Vous soutenez militairement Washington. Vous avez une base à partir de laquelle les avions ou les engins volants viennent décoller pour aller
frapper l'Iran, votre pays devient pays ennemi automatiquement et vous allez être frappé. Mais la malchance de ces pays, c'est que l'Iran a des missiles et des drones qui peuvent arriver sur leur territoire. Donc, Washington est dépassé. C'est-à-dire, l'Iran est en train de montrer à Washington, si tu es capable de créer de nouveaux foyers de tension chez nous, on est capable de créer de nouveaux foyers de tension dans le cercle de tes alliés. Voyez-vous, Washington cherche à frapper l'île de Karg. Washington cherche à avoir le contrôle de l'île de Karg. Donald Trump lui-même, il avait annoncé cela. Et donc, nouveau dossier en Iran. L'Iran aussi crée un nouveau dossier dans le cercle des alliés du Golfe Persique. Voici la situation. Et donc, l'objectif de l'Iran, c'est de fragiliser le dispositif américain dans la région. Les bases américaines du Golfe constituent le cœur de la projection militaire de Washington. Nous connaissons cela. Et donc, le fait pour l'Iran de menacer ces bases revient à compliquer les opérations américaines et faire accroître la pression sur les gouvernements hôtes, les gouvernements qui reçoivent les équipements militaires américains à travers les bases américaines présentes sur le sol. Donc, d'une part, c'est pour affaiblir les capacités de frappe américaines et d'autre part, c'est pour mettre la pression terrible sur les gouvernements qui reçoivent les bases américaines pour leur dire, dites à votre allié d'arrêter, sinon c'est vous qui allez payer les conséquences. Ben, l'Iran a raison. L'Iran ne peut pas se mettre à frapper le Qatar, Bahreïn et autres et puis laisser la Jordanie. Pourtant, la Jordanie abrite, si je ne fais pas erreur, 2 bases américaines. Alors, voici ce qui est en train de se passer, dames et messieurs. La situation se complique. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.